Une vidéo virale prétend avoir tout compris aux relations amoureuses d'aujourd'hui en s'appuyant sur des chiffres plutôt percutants. Son titre, La Grande Illusion. Aujourd'hui, on va décortiquer cet argumentaire pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Tout commence avec ce chiffre, une prédiction assez frappante tirée d'une étude de Morgan Stanley. D'ici 2030, aux États-Unis, près d'une femme sur deux entre 25 et 44 ans pourrait être célibataire. C'est ce chiffre-là qui est le point de départ de toute la démonstration. Alors, pour bien comprendre cette thèse, on va suivre un parcours en 5 étapes. On part de la prédiction, on regarde ce que la source appelle l'économie de la solitude, puis on explore la théorie des deux calendriers, ensuite on passe au test du simulateur avant d'arriver à l'explication finale du phénomène. Bon, commençons par le cœur du sujet. C'est quoi exactement cette fameuse grande illusion? Voilà la thèse centrale. L'idée est en fait assez simple. Il y aurait un décalage énorme entre ce que les femmes attendent d'un partenaire et le nombre d'hommes qui correspondent vraiment à ces attentes. C'est ce fossé qui est au centre de tout le raisonnement. Mais l'analyse ne s'arrête pas à un constat social. Non, elle va plus loin, en affirmant que cette augmentation du célibat a créé ce qu'elle nomme l'économie de la solitude. En gros, une opportunité de business colossale. Et cette économie, d'après la source, elle repose sur des secteurs bien identifiés. Ça va des produits pour animaux de compagnie, en particulier les chats, au vin, en passant par les antidépresseurs, la congélation d'ovocytes ou même les retraites de yoga. L'idée, c'est que tous ces marchés répondraient à des besoins créés par cette solitude. Cette citation tirée de la source, elle résume l'idée de façon très directe. Le célibat n'est plus vu comme un simple statut personnel, mais carrément comme un marché florissant qui pèserait des milliards. Bon, après l'économie, la source nous emmène sur le terrain de la biologie. Elle avance l'idée qu'il y aurait deux calendriers de valeurs sur le marché des rencontres, avec des trajectoires complètement différentes pour les hommes et les femmes. Ce tableau illustre bien cette théorie. D'un côté, pour les femmes, la source lie la valeur à la jeunesse et à la fertilité, ce qui impliquerait un pic assez tôt, suivi d'un déclin. De l'autre côté, pour les hommes, cette valeur serait plutôt liée aux ressources, au statut, et donc elle augmenterait avec le temps. Et pour que l'image soit bien claire, la source utilise cette fameuse analogie du vin. Pour un homme qui réussit, le temps serait un allié qui bonifie, ce qui s'opposerait directement, selon l'auteur, à l'horloge biologique féminine. Et c'est là que les choses deviennent très concrètes. La source va utiliser un outil en ligne, une sorte de simulateur statistique, pour essayer de chiffrer précisément le nombre d'hommes désirables selon certains critères. Alors, quels sont ces fameux critères ? L'auteur de la source entre dans l'outil, appelé le Female Delusion Calculator, des attentes qu'il estime assez répandues. Un homme entre 30 et 40 ans, qui mesure plus d'1,83 m, qui gagne plus de 80 000 $ par an, et bien sûr, qui n'est ni marié ni obèse. Et là, le résultat tombe, et il est sans appel, moins de 1%. Pour être exact, 0,79% de la population masculine américaine cocherait toutes ces cases. L'argument principal est là. Ce groupe d'hommes idéal serait en fait statistiquement minuscule. Le site utilisé par la source ne s'arrête pas aux chiffres, il ajoute cette conclusion, disons, provocatrice. L'idée est bien sûr de souligner avec une image forte le fossé entre les attentes et la probabilité réelle de les satisfaire. Ce graphique est intéressant. Il montre que si on ajuste un peu les critères, les chiffres changent du tout au tout. Par exemple, si on enlève le critère de taille, on passe à 3,1%. Par contre, si on augmente l'exigence de revenus à 150 000 $, eh bien on tombe à seulement 0,19%. Ça vient renforcer l'idée de la rareté de cet homme idéal. Ok, le constat est posé. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi un tel décalage ? C'est ce que la dernière partie de l'analyse essaye d'expliquer. La source avance plusieurs pistes. Il y aurait des raisons évolutives, comme la tendance à chercher un partenaire de statut supérieur. Des raisons économiques aussi. L'indépendance financière permettrait aux femmes d'avoir des standards plus élevés. Et enfin, des raisons technologiques, avec les applis de rencontres qui donneraient l'illusion d'un choix quasi infini. Ce tableau, il résume vraiment toute la mécanique décrite par la source. La cause de départ, c'est que toute la demande féminine se concentrerait sur une toute petite partie de l'offre masculine, le fameux top 1%. L'effet est double. D'un côté, ces hommes très désirés ont tellement de choix qu'ils s'engagent moins. De l'autre, la majorité des femmes se retrouvent en compétition pour ce même groupe inaccessible, ce qui mènerait, logiquement, à plus de célibat. Et c'est sur cette question que tout se termine. L'analyse présente les relations modernes non pas comme une histoire de sentiments, mais comme un marché, presque brutal, régi par la loi de l'offre et de la demande.
La question finale est donc posée, que se casse-t-il vraiment quand toute la demande se concentre sur moins de 1% de l'offre?